Bonjour à tous. On va aborder aujourd'hui un sujet un peu délicat. En effet, il concerne la rédaction d'un rapport de projet de fin d'études, surtout dans la section informatique et dans les disciplines développement du système d'information, donc ce qui concerne le développement d'applications Windows de bureau ou bien des applications web ou bien des applications mobiles. Ce qu'on va appliquer dans cette présentation et dans cette rédaction, cette proposition de guide, en fin de compte, c'est une itération du processus unifié. Le processus unifié, c'est une méthode de conception. Ça veut dire qu'il va utiliser le langage de notification UML pour décrire les différentes étapes qu'il faut suivre afin d'atteindre notre objectif qui est l'implémentation d'une solution informatique. Les premières pages, bien sûr, seront réservées aux dédicaces et remerciements. Le dédicace, bien sûr, je vais vous laisser la main libre là. Juste, il faut éviter les longs paragraphes et tout ça pour éviter les erreurs de français. Au niveau du remerciement, moi, je vous donne là un petit modèle à suivre. Bien sûr, c'est à vous de le modifier selon vos besoins. Donc, je dis là, c'est une joie et un agréable devoir quand nous aurons à remercier ceux qui nous ont aidés à réaliser ce travail. Comme vous voyez là, j'utilise des paragraphes courts, là, des phrases courtes, pour éviter toutes sortes d'erreurs. Que les membres du jury trouvent nos profonds remerciements pour avoir accepté de juger ce modeste travail. Donc, on va remercier les membres du jury, on va remercier l'encadreur, on va remercier donc les enseignants qui nous ont supportés tout au long de notre projet, et il ne faut pas tarder donc au niveau des dédicaces et remerciements. Normalement, une page est suffisante pour les remerciements. Bien sûr, une fois on a terminé avec ça, on va passer au sommaire. Les conseils concernant le sommaire, il faut indiquer là l'introduction, les chapitres de titre niveau 1, ensuite niveau 2, ensuite niveau 3. Et bien sûr, on peut générer tout ça automatiquement à travers le logiciel Word. Donc il faut faire attention, il ne faut pas le générer manuellement parce que sûrement vous allez avoir des erreurs au niveau de pagination et tout ça, et ceci, ça sera difficile à gérer par la suite. Donc moi je vous conseille de apprendre comment générer automatiquement le sommaire, comment faire les préparations nécessaires au niveau de la mise en forme de votre rapport pour que la génération soit simple et la mise à jour par la suite sera très fluide et très facile. Maintenant, au niveau de l'introduction, il faut commencer par une introduction générale. Dans cette introduction, on va aller du général au détaillé pour expliquer l'importance du sujet traité. Donc là, il faut cibler le besoin réel derrière le développement informatique proposé. Vous expliquez le besoin réel, pourquoi on aura besoin de faire une solution informatique pour un problème donné. Vous allez introduire brièvement les objectifs que vous avez dans ce projet et comment les réaliser. Mais surtout ça doit être de manière très brève. Ensuite, vous allez étaler les technologies que vous allez utiliser afin d'atteindre vos objectifs. À la fin, vous allez présenter brièvement la structure de votre rapport en indiquant les objectifs à atteindre à la fin de chaque chapitre. Bien sûr, là, il faut éviter les tirets dans l'introduction et tout au long de notre rapport, c'est de la rédaction. Donc, on ne va pas suivre le modèle qu'on utilise au niveau des présentations. Donc, dans la présentation, on fait des tirets et tout ça, mais dans un rapport, normalement, on doit rédiger et le premier chapitre, là, on peut le consacrer au cadre du projet. Donc, dans le cadre du projet, premièrement, on va présenter la société d'accueil. Toujours, il ne faut pas tarder beaucoup dans la description de la société d'accueil. Donc, normalement, ça ne doit pas dépasser une page et demie, là, 2 pages maximum. Ensuite, vous allez attaquer le cœur du sujet. Donc, vous allez faire une petite introduction. Si l'entreprise elle vous a présenté un cahier de charge, donc vous allez expliquer le contenu de ce cahier de charge, quelles sont les fonctionnalités de base, etc. Bien sûr, si ce n'est pas existant, donc vous allez étaler là la problématique de votre sujet. Troisième étape, une fois qu'on a indiqué c'est quoi la problématique, ou bien c'est quoi le cahier de charge qui est devant nous, on va réaliser une étude et critique de l'existant. Et là, on a 2 cas possibles. Il y a des cas où réellement il n'y a pas d'existant. On essaie d'informatiser une entreprise, il n'y a pas une solution existante. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On peut voir les solutions qui se trouvent sur le marché, les solutions des entreprises tiers. Ça, c'est une solution. Au niveau de l'étude comparative, donc une fois on a parlé de étude comparative de quelques solutions d'entreprises tiers, comment on va le faire? On va le faire à travers des descriptions des solutions logicielles ou matériel existant sur le marché. Pour chaque solution, on doit présenter les avantages, les inconvénients de cette solution, et vous devez étaler et expliquer là au lecteur comment vous allez procéder afin que votre solution soit distinguée des solutions déjà existantes sur le marché. Voici un exemple d'étude comparative préparée par Demoiselle Khawla Mansouri et Hélène Feti, là dans leur projet de conception et réalisation d'un robot de téléprésence mobile. Donc là, ce qu'ils ont fait, ils ont présenté un tableau comparatif qui contient un ensemble
de solutions de robots de téléprésence et à chaque fois ils vont apporter là une description détaillée. Donc par exemple là c'est quoi la plateforme d'exécution, l'autonomie de batterie, quelles sont les fonctions existantes, comment on va faire la recherche de ces robots, comment ils vont se connecter à Internet, etc., le poids, etc. Et à chaque fois, normalement, ils doivent accompagner ces solutions avec une description, quels sont les avantages et les inconvénients. On peut voir aussi une deuxième étude comparative. Bien sûr, ceci, ça concerne plus là, la discipline du système embarqué. Voilà là une étude comparative d'imprimante 3D. Donc là, le projet mené par M. Mohamed Amin Amdouni et M. Ayoub Hasnaoui. L'objectif, c'était de concevoir et réaliser une imprimante 3D. Donc là, ils sont en train de voir les solutions existantes sur le marché. Là, ils ont présenté le premier modèle Prousa Mender. Donc, ils décrivent les types de structures, comment ça se fait la transmission, le guidage, la précision, la fixation, réalisation, le prix. Et aussi, la deuxième cas, moi je vous ai bien sûr pris quelques exemples. Donc là, le deuxième modèle, c'est le type Delta et le type de structure acrylique, etc. Donc avec une description détaillée de chaque solution. Et enfin, une fois qu'ils ont étudié les solutions existantes sur le marché, ils vont tirer la conclusion pour choisir quel modèle suivre. Maintenant, une fois on a terminé l'étude comparative, ce qu'on va faire, on va essayer d'élaborer l'ensemble des solutions proposées, bien sûr en cas d'existence. Si on a plusieurs solutions, donc on va les présenter, la solution numéro 1, la numéro 2, la numéro 3, et à chacune on va la décrire et on va indiquer c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients. Par la suite, dans la sixième partie là, on va décrire la solution retenue. Et bien sûr, si on a retenu une solution parmi plusieurs, il faut justifier ce choix. Pourquoi on a choisi cette solution. Septièmement, on va décrire la méthode de conception et le langage de notification. Comment on va concevoir notre solution. Quelle méthode de conception on va suivre. Avec justification, bien sûr. Donc là, dans notre cas, dans cette présentation, moi, je vous ai choisi la méthode de conception qui s'appelle processus unifié. Le processus unifié, là, il est décrit par 4 attributs. C'est un processus guidé par les cas d'utilisation. Donc, un cas d'utilisation, il présente une fonctionnalité de base du système. Comme vous voyez là, dans le schéma à droite, le cas d'utilisation il est exprimé par l'utilisateur. Donc l'utilisateur il va exprimer un besoin, l'architecte il va le concevoir, l'analyste il va essayer de comprendre de quoi il s'agit là, le programmeur il va le réaliser et le testeur il va le tester. Donc comme vous voyez là, tout le travail de tous les acteurs qui participent dans ce système, ils vont être guidés par les cas d'utilisation. Ensuite là, le processus unifié, c'est un processus centré sur l'architecture. Ça veut dire que l'architecture elle joue un rôle très important en guidant la manière dont le logiciel doit être développé. Aussi, c'est un processus itératif, ça veut dire il est composé de plusieurs itérations et à chaque itération, on va ajouter de nouvelles fonctionnalités. Bien sûr, dans notre cas là, dans notre rapport, on va choisir une seule itération, mais c'est possible de rédiger le rapport donc en prenant en compte 2 itérations ou plus. Bien sûr, nous, on est limité par la taille, donc c'est pour ça que dans ce cas, on va choisir une seule itération. Le processus est itératif, ça veut dire que chaque fois là, l'utilisateur va exprimer une fonctionnalité du système et on va l'analyser, la concevoir, l'analyser et la tester. Ensuite, on peut l'améliorer. Donc, on aura un feedback là à l'utilisateur et l'utilisateur il peut proposer des améliorations et des corrections. Aussi, le processus est incrémental, ça veut dire qu'à chaque fois, on est en train de construire un système et à chaque fois, on est en train de monter un étage. Ça veut dire qu'à chaque itération, on peut ajouter des fonctionnalités pour enrichir notre système. Maintenant, au niveau des diagrammes UML. Donc, les principaux diagrammes UML, le diagramme de cas d'utilisation. Donc, le diagramme de cas d'utilisation, c'est un diagramme qui va nous décrire les fonctionnalités de base de notre système. On a aussi le diagramme d'activité. Le diagramme d'activité, il va nous indiquer la séquence et le parallélisme dans les activités du système. Autrement dit, modélisation des processus métiers avec les échanges de données. On a le diagramme de classe. Donc, il va nous indiquer quelles sont les classes de base, les types, les interfaces et relations entre eux. On a le diagramme d'objets. Donc, les objets sont des instances de classe définissant une configuration importante du système. On a le diagramme machine à état ou bien état transition. Donc, ce sont les états des classes à travers leur cycle de vie, depuis la création jusqu'à l'instanciation, puis la discussion, et les événements qui provoquent les transitions ou changements d'état. On a aussi les diagrammes d'interaction. Ils sont composés de 2 types. On a le diagramme de séquence, donc il va nous décrire l'ordre des interactions sur l'axe temporaire, ça veut dire dans l'axe du temps. Et on a le diagramme de communication ou bien de collaboration. Ce diagramme, il va décrire l'interaction entre les objets par lesquels les connexions entre objets sont importantes. Et ceci, c'est une description dans l'espace. On a aussi le diagramme de composants
Et là, ça sera un rassemblement de classes ou de composants tels que vus par l'équipe de développement pour décomposer le système en parties de logiciels gérables du point de vue développement en gestion de projet. On a aussi le diagramme de paquetage et ceci, il ressemble les éléments de modélisation, par exemple pour les distribuer entre membres d'une équipe de développement. Et on a le diagramme de déploiement et là on va décrire les unités d'installation, la configuration de déploiement, quelle architecture là choisir pour déployer notre solution, etc. Comme vous voyez, UML, il ne va pas nous décrire c'est quoi l'ordre d'utilisation de ces diagrammes. C'est pour ça qu'on aura besoin d'une méthode de conception qui est le processus unifié, qui va nous indiquer l'ordre de choix du diagramme à utiliser au niveau de notre étape de conception. Maintenant, on va commencer avec le chapitre numéro 2. Il s'appelle étude préalable. Dans l'étude préalable, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va lister les besoins candidats. Donc, chaque besoin est décrit par un nom court et une définition ou explication sans élaboration, de façon qu'on puisse parler de cette caractéristique durant la planification. Donc, on va affecter à chaque besoin un statut. Donc là, je vous donne des exemples. Ça peut être proposé par le client, ça peut être approuvé par le client, ça peut être validé par le client. On va décrire la priorité du besoin. Est-ce qu'il est critique? Est-ce qu'il est important? Est-ce que c'est accessoire? Etc. Pour nous indiquer par la suite, est-ce qu'on va commencer avec lui ou non? Troisièmement, le niveau de risque associé à l'implémentation de la caractéristique. Ça veut dire, est-ce que c'est difficile de développer cette fonctionnalité? Ou bien son niveau de risque est ordinaire? Ça veut dire que c'est une tâche simple et n'est pas complexe. Donc là, on a les exemples que je vous ai cités là, critique signifiant ordinaire. Donc critique, ça veut dire que ça, c'est une tâche difficile à développer. Elle peut nécessiter une expertise bien définie, une expertise élevée. Ou bien signifiant, il y a un niveau de risque moyen. Ou bien c'est ordinaire, ça veut dire que c'est une tâche simple. Donc comme vous voyez là, comment on va présenter ces listes de besoins candidats? Ça sera sous forme de tableau. Où est-ce qu'on va mettre là, dans la première colonne, le numéro du besoin. Ensuite, le besoin, donc c'est une description brève du besoin. Par la suite, le statut, la priorité et le niveau de risque. J'ai pris l'exemple de DAP, de distributeur automatique de billets. Le premier besoin, c'est retrait d'argent. Le statut, c'est validé par le client. La priorité, c'est critique. Donc, normalement, on doit commencer par développer cette fonctionnalité, pas le laisser à la fin. Et le niveau de risque est ordinaire. Ça veut dire que cette tâche n'est pas difficile. Par contre, le transfert de solde, elle a des attributs un peu différents. C'est validé par le client. La priorité, c'est importante. C'est moins que le retrait d'argent, mais le niveau de risque est signifiant. Ça veut dire que ça, c'est une tâche moyenne au niveau de la difficulté. Troisièmement, conversion en devise, c'est approuvé par le client, mais ça, c'est une tâche accessoire. Et le niveau de risque est ordinaire, ça veut dire que c'est une tâche simple. Quatrièmement, le relevé de compte, c'est proposé, sa priorité, c'est accessoire et le niveau de risque est ordinaire. Finalement, là, bien sûr, moi, j'ai cité 5 besoins candidats, mais dans les applications professionnelles, on peut trouver des dizaines de besoins. Donc là, par exemple, communication avec un service web SOAP pour assurer les opérations financières avec des banques tiers. Et ceci, c'est validé par l'utilisateur, surtout si on essaie d'implémenter la fonction de transfert d'argent. Donc, c'est validé, la priorité, c'est critique, et le niveau de risque, c'est critique, parce qu'on a là besoin d'une certaine expertise dans le développement de services web et comment on va consommer ces services web et comment ce sera les interfaces, etc. La deuxième chose qu'on va réaliser dans l'étude préalable, c'est la présentation du modèle de domaine. Donc, c'est quoi un modèle de domaine? C'est un diagramme de classe simplifié. En fin de compte, il décrit sans élaboration les concepts les plus importants du contexte, les objets du domaine et leurs relations. Donc, moi, je vous ai choisi cet exemple de modèle de domaine. Il concerne un logiciel de gestion d'immobilisation. Ce modèle de domaine, il décrit là une immobilisation. L'immobilisation, c'est le cœur de la conception de ce logiciel. Donc, comme vous voyez là, on a des relations d'héritage. L'immobilisation peut être de type corporel ou bien incorporel. Une immobilisation, elle appartient à une famille. Une famille, elle peut avoir plusieurs immobilisations. Une immobilisation, elle peut être mise dans un emplacement bien déterminé et un emplacement, il peut contenir 0 ou bien 1 ou plusieurs immobilisations. Une immobilisation peut subir plusieurs opérations. Des opérations, je veux dire là par opération, opération de acquisition, de cession, de location, etc. Et une opération, elle peut contenir aussi plusieurs immobilisations. Là, une immobilisation est exploitée par 0 ou n services. Et un service, il peut exploiter plusieurs immobilisations. Et une immobilisation, elle peut suivre là 0 ou 1 type mode ou bien mode d'amortissement. Et un mode d'amortissement, il peut avoir donc
plusieurs immobilisations qui le suivent. Donc, comme vous voyez là, les cardinalités dans UML ils sont lues à l'inverse. Donc là, j'ai pas indiqué les méthodes, c'est juste là quelques attributs de chaque classe, en fin de compte, qui nous donne une idée globale sur le système qu'on est en train de réaliser ou bien de développer. Le troisième chapitre, ce sera le chapitre de capture de besoin. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 4 tâches qui sont l'identification des cas d'utilisation, quelles sont les fonctionnalités de base du système. On va décrire l'architecture des cas d'utilisation. On va voir ça veut dire quoi. On va décrire aussi le glossaire qui contient les mots difficiles, les mots clés là et leur définition. Et elle va comporter en fin de chapitre les prototypes d'interface utilisateur. Donc si on avance étape par étape, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va identifier les cas d'utilisation et ceci, ce sera à travers le diagramme de cas d'utilisation. Comme vous voyez là dans l'exemple, ceci c'est un diagramme de cas d'utilisation. Premièrement, dans un diagramme de cas d'utilisation, il faut définir les frontières du système. Donc là, je donne un nom à ce système, dans notre cas, borne interactive d'une banque classe. Et là, on a les cas d'utilisation qui représentent les fonctionnalités de base du système. Par exemple, retirer argent, effectuer virement, consulter compte. Comme vous voyez là, à gauche, on a les acteurs. Un acteur, c'est lui qui déclenche la fonctionnalité ou bien le cas d'utilisation. C'est pour ça que vous voyez ces associations entre l'acteur et ces cas d'utilisation. Ça veut dire que lui, il participe dans la réalisation de ces fonctionnalités. Là, je vous donne un diagramme de cas d'utilisation qui utilise un API web. Bien sûr, là, c'est le cas d'un distributeur automatique de billets en Tunisie. Donc là, par exemple, vous voyez le client. On a 2 types de clients. Donc là, à partir du janvier 2021. Donc, on a ceux qui sont non retraités et ceux qui sont retraités. Donc, les deux, ils peuvent faire la consultation de solde. Bien sûr, les non retraités, c'est à travers un compte réel. Ceux qui sont retraités, ils peuvent utiliser une nouvelle technologie, ça s'appelle Sahel Ligirayati. Et ceux-ci, ils vont utiliser un compte virtuel. Ce compte virtuel, ils n'auront pas besoin d'une carte, mais ils vont présenter, par exemple, le numéro de CIN, ensuite avec quelques chiffres du numéro du compte virtuel, et par la suite, ils vont saisir le mot de passe saisi, le mot de passe envoyé donc, par la poste, par exemple. Ils vont recevoir ce mot de passe et le saisir dans le distributeur pour avoir accédé aux fonctionnalités de retrait d'argent ou bien consultation de solde. Les cas d'utilisation les plus importants, c'est consulter solde, retrait argent et transfert de solde. Donc là, ça sont l'acteur client. On a un autre type d'acteur qui est le technicien du distributeur automatique de billets. C'est lui qui va assurer les tâches de maintenance. Et les tâches de maintenance, comme vous voyez là, il inclut le diagnostic, la mise à jour du système et le remplissage de billets. Donc là, à gauche, vous voyez des acteurs qui sont principaux et à droite, des acteurs secondaires. On peut avoir comme lecteur de cartes, comme imprimante, comme distributeur de billets. Et on peut avoir aussi API web de transactions financières, etc. Donc là, c'est notre système. Au niveau des relations, on a un ensemble de relations possibles. Ça peut être une relation d'héritage, une relation include, ça veut dire qu'une fonctionnalité, elle inclut une autre fonctionnalité pour s'exécuter. Il y a des relations externes, ça veut dire que l'extension se fait par une fonctionnalité qui est optionnelle, qui peut ajouter un plus à la fonctionnalité de base, mais la fonctionnalité de base peut fonctionner sans elle. Donc voici le schéma de tout ça. Et comme vous voyez là, dans chaque utilisation, on peut savoir facilement quels sont les acteurs qui participent et déclenchent ces cas d'utilisation. Bien sûr, là, le diagramme de cas d'utilisation, il est très simple, il peut être compris par les clients, les développeurs, les gestionnaires, etc. Et c'est ça l'objectif de son utilisation. Donc, deuxièmement, je vous propose un deuxième cas d'utilisation. C'est un cas de drone quadricoptère destiné à l'imagerie et la vidéo aérienne, a été élaboré par M. Ashraf Halal, M. Hossein Rouini, Mlle Rania Jmail. Donc là, vous voyez là, c'est plus proche du système embarqué. Comme vous voyez là, on a la carte Raspberry, on a le système drone. Donc les fonctionnalités de base ou bien les cas d'utilisation sont gestion du flux vidéo, gestion de communication, stabilisation de drone, gestion du vol, gestion autonomie énergétique. Et on peut voir là à droite quels sont les acteurs secondaires qui participent dans ces cas d'utilisation. Donc la carte Raspberry, ça veut dire que ce système, ça sera en fin de compte une implémentation, un code qui sera implémenté sur la carte Raspberry Pi. Et dans ceci, elle va communiquer avec un ensemble d'acteurs externes.
Par exemple, pour assurer la gestion de flux vidéo, on a le caméra et on a un émetteur-récepteur Wi-Fi qui vont participer dans cette fonctionnalité. Dans la gestion de communication, on a le émetteur-récepteur Wi-Fi et la carte Raspberry, ce sont eux les deux qui vont participer. Pour assurer la stabilisation du drone, par exemple, on va utiliser un gyroscope. On peut voir au niveau de gestion de vol, là, il inclut la stabilisation du drone. Et pour assurer cette stabilisation, donc, on aura besoin de gyroscope, de moteur, brushless, des contrôleurs OSC et des commandes à partir de la carte Arduino, bien sûr selon leur modélisation et leur solution proposée. Et au niveau de gestion d'autonomie énergétique, ça veut dire pour savoir la situation ou bien l'état de batterie, est-ce qu'elle est vide ou pleine, là donc on a l'Arduino Uno et la batterie et la carte Raspberry, ces trois ils vont participer dans le calcul de l'autonomie énergétique. Maintenant, une fois on a préparé ces diagrammes de utilisation, on ne va pas les laisser comme ça, mais on va leur préparer une description textuelle. Donc là, je vous propose une manière comment les décrire là. Au niveau de description textuelle, on va présenter là des tableaux. Le tableau, il contient un titre qui indique le nom du cas d'utilisation, par exemple gestion flux vidéo. Ensuite, on va indiquer c'est quoi l'acteur principal, dans notre cas carte Raspberry Pi, c'est quoi l'acteur secondaire, ou bien les acteurs secondaires, dans notre cas caméra, c'est quoi le but de ce cas d'utilisation, dans notre cas permet de capturer un flux vidéo grâce à la caméra. Résumé, on va indiquer là un petit résumé concernant ce cas d'utilisation, par exemple la carte Raspberry Pi capture un flux vidéo, ensuite la pré-condition et le post-condition. La pré-condition, ça veut dire comment c'est décrire l'état avant le lancement de ce cas d'utilisation. Dans notre cas, la carte Raspberry est en état inactif, non alimenté. Donc, une fois on va gérer ça, donc la caméra lance le flux vidéo. Kiff là, je vous ai choisi un deuxième cas d'utilisation. Il concerne la stabilisation de drone. Donc, c'est qui l'acteur principal, c'est la carte Raspberry Pi. L'acteur secondaire, c'est le gyroscope. Le but, c'est assurer la stabilisation du drone. Le résumé, donc, ce cas d'utilisation commence lorsque la carte Raspberry Pi demande de faire la stabilisation du drone en vol grâce à un acteur secondaire qui est le gyroscope. Pré-condition, le drone n'est pas stable. Et post-condition, le drone est stable grâce au gyroscope. Donc, comme vous voyez là, normalement, vous allez préparer pour chaque cas d'utilisation dans votre système un petit tableau qui va décrire le comportement de ce cas d'utilisation. Maintenant, au niveau des détails, parce que normalement, au niveau des diagrammes de cas d'utilisation, on ne va pas détailler toutes les cas d'utilisation, toutes les fonctionnalités. On va prendre uniquement les fonctionnalités les plus importantes. Par la suite, on va détailler chaque fonctionnalité. Comme vous voyez là, moi, je démarre à gauche d'un diagramme de cas d'utilisation. Je vais prendre par exemple le cas d'utilisation qui s'appelle gérer commande. Par la suite, je vais prendre gérer commande et je vais le détailler. Ça veut dire que je dis que gérer commande est composé d'un ensemble de cas d'utilisation qui concerne créer commande, valider commande et annuler commande. Aussi, valider commande, elle utilise deux autres sous-cas d'utilisation qui sont vérifier disponibilité de l'article et vérifier solvabilité du client. Donc tout ça, bien sûr, ça sera traduit par la suite à la fin de la réalisation par des fonctions qui seront lancées pour faire ceci. Bien sûr, dans votre rapport, on ne peut pas développer toutes les fonctionnalités de base parce que on va avoir des rapports de centaines de pages, des centaines de pages. Donc on va choisir les fonctionnalités les plus importantes du système. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois on a terminé avec les détails des cas d'utilisation et l'explication des cas d'utilisation de notre système, on va présenter l'architecture des cas d'utilisation. Ça veut dire quoi? On va les regrouper en trois catégories, trois priorités. On va indiquer quelles sont les priorités les plus importantes. Et on va citer les cas d'utilisation les plus importants. Ensuite, ceux qui ont une priorité de deuxième niveau et ceux qui sont de priorité de troisième niveau. Donc ceux de premier niveau, normalement, ce sont les cas d'utilisation les plus prioritaires, du fait qu'ils fournissent donc un plus-value qui est détectable par le client. Deuxièmement, on trouve les cas d'utilisation qui servent au paramétrage du système. Et troisièmement, on peut avoir des fonctionnalités qui sont de priorité inférieure et qui ne jouent pas un rôle très important dans le système. Donc là, on va faire réellement un classement de cas d'utilisation et on va commencer bien sûr par les plus prioritaires. Ensuite, on va descendre par niveau. Troisièmement, on va préparer notre glossaire. Le glossaire, c'est quoi? C'est composé par les mots-clés qu'on va utiliser dans notre projet et on va indiquer ou bien éditer une petite description brève qui va expliquer les mots techniques qu'on va utiliser dans notre rapport. Par exemple, là, je vous ai pris quelques exemples. Si je dis fin de l'exercice, ça veut dire au niveau de définition, c'est le 3112N.
Si je veux dire taux de change, c'est le taux auquel sont échangées les monnaies de deux pays à un moment donné. Si je dis valeur vénale, ça veut dire c'est la valeur marchande, etc. Bien sûr, chaque projet, il a des mots-clés qui sont liés au sujet et vous devez les expliquer donc avec des phrases très courtes pour que le lecteur de votre projet il puisse savoir quels les mots techniques là spéciaux au domaine que vous étudiez. Par la suite, là, la quatrième partie, ce sont les prototypes d'interface utilisateur. Donc là, je vous ai choisi le cas de distributeur automatique de billets et on peut utiliser le logiciel Balsamiq Mockups. Et là, on est en train de dessiner des interfaces sans code. Moi, je présente là quelques interfaces. Où est-ce que j'ai mis là des boutons, une interface pour saisir le code PIN par exemple. On a un emplacement pour saisir les chiffres. On a les boutons corriger, annuler, valider. Là, pour remplacer l'entrée de carte. Donc, je vais choisir directement le nom du client et ça va simuler l'entrée de carte, etc. Et je vais faire donc l'enchaînement d'interfaces et le présenter au client. Bien sûr, là, ça veut dire quoi? Ça va nous simplifier beaucoup la tâche parce que les clients, au démarrage, les gestionnaires n'ont pas d'idée sur le résultat final d'informatisation ou bien de l'application finale du système que vous êtes en train de développer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur présenter quelques interfaces pour leur rapprocher l'idée du résultat. Bien sûr, là, ils peuvent vous proposer des corrections et c'est facile de corriger sur les interfaces sans code. C'est mieux que développer ensuite là, modifier le code, modifier les interfaces et les répercussions qu'ils peuvent avoir sur le coût du développement du logiciel. Donc là, on va proposer quelques prototypes d'interfaces. Comme vous voyez là, première interface, c'est pour saisir le code PIN. Si je le fais avec succès, donc il va me présenter une deuxième interface. Là, il va me présenter le choix d'un ensemble de fonctionnalités. Moi, par exemple, je choisis le retrait d'argent. Il va me présenter une troisième interface qui présente un ensemble de montants possible que je peux retirer. Si bien sûr pas ça, je peux saisir un autre montant. Par la suite, là, une fois que le système valide le retrait, est-ce que vous voulez avoir un reçu? Si j'appuie sur oui, il va lancer une tâche d'impression. Et ceci, c'est la description de l'impression, comment elle sera. Et finalement, il va vous demander de retirer votre carte et retirer votre argent. Bien sûr, tout ça, lorsqu'on fait les prototypes d'interface, il ne faut pas oublier la description textuelle. Toujours, ça c'est important. Parce que sans description textuelle, on peut ne pas bien comprendre là, les interfaces et comment ils fonctionnent. Bien sûr, là, je vous ai proposé un deuxième type de prototype qui concerne les applications mobiles. Donc, Balsamiq Mockups, elle va vous offrir là des interfaces au niveau de développement de bureau, les applications de bureau, ou bien les applications web, ou bien les applications mobiles. Tout ça, c'est possible à travers cette application. Et là aussi, vous devez indiquer l'enchaînement de vos interfaces. C'est très important de comprendre l'enchaînement des interfaces. Ça vous simplifie la tâche de développement pour la suite et aussi ça simplifie la tâche de compréhension pour le client. Une fois on a terminé avec la capture de besoins, maintenant on va faire l'analyse de ces besoins. Et l'analyse, normalement, on va utiliser des classes d'analyse. Normalement, on a trois types. On a les classes d'interface, on appelle en anglais boundary object. On a les entités, ce qu'on appelle entity object. Et on a les contrôleurs, ce sont les controllers en anglais. Donc là, comme vous voyez, on a l'utilisateur qui a une communication avec l'interface, qui est la vue. La vue, elle va communiquer avec le contrôleur et le contrôleur, il va communiquer avec le modèle. Donc c'est une application réellement du design pattern MVC. Bien sûr, là, on peut avoir plusieurs acteurs, plusieurs interfaces, plusieurs contrôleurs. Il y a des communications entre les contrôleurs. On peut avoir des entités partagées par plusieurs contrôleurs, etc. Là, au niveau de description des classes d'analyse, qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire comment le processus unifié il va nous décrire l'enchaînement de notre conception. Qu'est-ce qu'il vous dit? Si bien vous avez dégagé les cas d'utilisation, maintenant on va prendre chaque cas d'utilisation et on va indiquer c'est quoi le modèle d'analyse de ce cas d'utilisation. Par exemple, le cas retrait argent, comme vous voyez à gauche là, il regroupe un ensemble de classes d'analyse. Par exemple, il y a une interface de retrait qui participe dans ce cas d'utilisation, on a un contrôleur de retrait, on a l'entité compte et l'entité distributeur de cash. Donc là, ce sont les composants. Maintenant, comment on va décrire cette interaction? On va utiliser le diagramme de collaboration ou bien appelé aussi de communication. Et lui, il va nous indiquer l'ordre d'exécution des tâches dans ce cas d'utilisation. Comme vous voyez, donc, le client il va demander le retrait à travers l'interface retrait. Cette interface, elle va transférer cette demande au contrôleur retrait. Ce contrôleur, il va demander aux classes d'entité compte vérifier solde, est-ce que le client a le solde suffisant. Donc le compte, il va répondre solde suffisant. Le contrôleur retrait, il va communiquer avec la classe distributeur cash, est-ce que vous avez du cash suffisant? Donc pour vérifier cash, donc le distributeur, il répond cash suffisant. Par la suite, donc le contrôleur va valider le retrait
et afficher un message sur l'interface, sur la vue, indiquant que le retrait est effectué avec succès et indiquant à l'utilisateur qu'il doit retirer son argent. Donc comme ça, vous voyez comment ça fonctionne. Et là, réellement, on est en train d'arriver à décrire réellement comment ça sera l'acheminement de la programmation par la suite. Donc réellement, on est en train de se rapprocher beaucoup du MVC et de la manière de programmation de ceci. Maintenant, on peut aussi présenter au niveau de l'analyse, les classes d'analyse par paquetage. Et ceci, si on a par exemple des équipes là, qui vont travailler ensemble sur un même projet, donc on peut diviser les tâches comme ça, en décrivant les interfaces entre chaque package. Donc là, par exemple, vous avez un acteur qui s'appelle user, on a un composant book, c'est book component, ça veut dire un composant de livre. Donc l'interface utilisateur, il va se connecter au contrôleur de sélecteur de livres, qui va se connecter à l'entité classe entité book list, donc liste de livres, et ceci va se connecter à l'entité livre. On a aussi une interface qui va communiquer avec un contrôleur au niveau de base de données. Donc bien sûr au niveau de base de données, ça peut être une procédure stockée. Donc moi au niveau de ma application, je vais appeler une procédure stockée qui se trouve sur le serveur de base de données et par exemple dans notre cas getBook, donc récupérer le livre, et cette procédure stockée, elle va appeler, donc lancer une requête SQL pour récupérer les informations concernant un livre à partir de la table livre, de la base de données qu'on a, dont on s'est connecté. D'accord? Donc là, on peut décrire nos classes par division de package. Donc, comme vous voyez là aussi, on va indiquer les dépendances entre les packages. C'est-à-dire si on regroupe nos classes par paquet, on va indiquer par la suite, on doit éclaircir comment ce sera les dépendances entre ces paquets. D'accord? Quelles sont les interfaces, comment je vais appeler les fonctions ou bien les classes qui sont dans des paquets différents, etc. Par la suite, on peut préparer les diagrammes d'état de transition. Le choix de ces diagrammes, bien sûr, dépend du choix du sujet. Si votre sujet, il comporte des descriptions importantes au niveau, il y a beaucoup de transitions ou bien d'états concernant une classe bien déterminée, donc on peut utiliser ce diagramme, il est disponible, on peut l'utiliser à ce niveau, ça veut dire la partie analyse, pour décrire comment il fonctionne. Donc là, comme vous voyez, on a un état initial, initial state, donc on passe à l'état numéro 1, ensuite on a un événement ou bien un trigger, c'est un déclencheur. Si on a ce déclencheur qui vient, donc on va lancer une action. Si cette action est lancée, on va passer à un état numéro 2. Donc là, si on reçoit un déclencheur bien précis, on peut passer à l'état 3. On peut revenir de l'autre côté à l'état 2. On peut faire ou bien un relancement, ça veut dire transition sur le même état, ou bien on va quitter, ça veut dire atteindre final state ou bien l'état final. Donc là, à droite, comme vous voyez là, ça c'est un exemple de diagramme d'état de transition. Là, on a une marchandise, elle est au démarrage available, disponible. Donc, si quelqu'un il va la commander, donc il va la verrouiller. S'il a verrouillé, donc ça devient l'état verrouillé. Si c'est vendu, donc elle devient à vendu. De vendu aussi, elle peut passer en cas d'échange, elle peut revenir à disponible. Maintenant, on va aborder le chapitre numéro 5, c'est le chapitre de conception. Et dans le chapitre de conception, on va utiliser le diagramme de classe. Comme vous voyez, le diagramme de classe, il va nous indiquer les classes de notre système, quels sont les attributs, leurs types, les méthodes. On peut avoir là les notions de généralisation ou bien héritage. Par exemple, le client peut être une personne morale ou bien une personne physique. Si c'est une personne morale, donc on a des attributs bien spéciaux pour cette classe. On a aussi une fonctionnalité, une méthode spéciale, c'est éditer facture mensuelle. Si c'est une personne physique, donc on va ajouter le numéro de carte de crédit, etc. Donc, ceci, c'est la généralisation. Donc, on a une classe abstraite et des classes enfants. Aussi, on a les associations. Dans les associations, on doit mentionner c'est quoi les cardinalités, parce que c'est très important et ils ont des répercussions très importantes sur la création des tables au niveau de la base de données par la suite. On a la commande, par exemple, elle a des attributs date, de type date, numéro de type champ de caractère string, le prix il est de type float, ça veut dire c'est réel. On a une méthode acquittée et comme vous voyez là, on a la relation de composition, ça veut dire une commande elle est composée de plusieurs lignes de commande et une ligne de commande elle est connectée à un article. Donc comme vous voyez, une ligne de commande elle contient un et un seul article et un article peut apparaître dans n ou plusieurs lignes de commande. Et à chaque fois donc l'article il a comme attribut la quantité et le prix unitaire.
Donc là, c'est une description globale. Une fois on est terminé avec le diagramme de classe, on va passer à un diagramme de séquence. Et ce diagramme de séquence, donc, il va nous décrire l'interaction du système, comment il va fonctionner le système dans le temps, dans l'axe de temps. Donc là, comme vous voyez, j'ai choisi un petit exemple d'utilisateur web. Il aura besoin de quelques informations, donc il va se connecter à l'interface View. Cette interface, elle va gérer cet événement, elle va envoyer un message au contrôleur et le contrôleur, à son tour, il va envoyer donc une demande d'information au niveau du modèle. Le modèle, il va retourner les résultats. Le contrôleur, il va faire quelques validations. Une fois c'est fait la validation, il va envoyer une mise à jour de la vue et l'utilisateur sera notifié par cette modification. Donc comme vous voyez là, on est en train de voir réellement, c'est comme si nous sommes en train de développer du code. Donc il va nous indiquer comment ce sera l'utilisation des fonctions et les appels des fonctions au fur et à mesure, et quelles sont les interactions entre les vues, les contrôleurs et les modèles. Donc là, je vous donne un exemple, comment on réalise les diagrammes de séquence, parce que on peut traiter des cas qui sont un peu complexes, un peu détaillés. Donc vous voyez là, c'est le cas du rapport concernant les drones quadricoptères destinés à l'imagerie et la vidéo aérienne. Par exemple, l'administrateur il va demander le lancement d'une application. Dans notre cas, c'est une application mobile qui va contrôler le système drone. Donc là, il va demander l'administrateur le lancement de l'application. L'application est lancée. L'administrateur va demander la configuration. Donc là, l'application mobile va lui demander de saisir les données de configuration, l'adresse IP, le mot de passe, tout ça. Donc une fois c'est fait la saisie des paramètres de configuration, l'application mobile va demander au système qui se trouve au niveau du drone, il va demander de se connecter. Donc le système du drone va faire les vérifications des paramètres. Si c'est bon, donc regardez là, on a un bloc, deux alternatives. Donc la première alternative, si les paramètres ne sont pas valides, non valides. Donc le système drone il va envoyer un message d'échec de connexion qui sera transféré à l'administrateur. Le deuxième cas, c'est le cas où les paramètres sont valides. Donc dans ce cas, le système drone va envoyer un message indiquant que la connexion est établie et l'application mobile va afficher sur l'interface les boutons de commande. Donc l'administrateur va lancer par exemple le décollage. L'application mobile va demander le décollage du drone et le drone va lancer l'opération de décollage en gardant bien sûr sa stabilité. On a aussi par la suite, une fois le décollage s'est fait, on va entrer dans une boucle loop et dans celle-là, donc tant que la connexion est disponible et batterie suffisante, donc niveau de batterie suffisant, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer des commandes là et donc le système il va nous proposer les commandes disponibles et nous on va choisir l'action qu'on va lancer. Donc ça c'est un cas qui nous indique comment traiter et comment préparer les diagrammes de séquence. Une fois on a terminé avec les diagrammes de séquence, bien sûr dans les diagrammes de séquence on va choisir les cas les plus complexes parce qu'on ne peut pas présenter tous les cas dans notre rapport. Comme je vous ai dit là, sinon notre rapport sera composé de centaines de pages. Donc au niveau de diagramme de déploiement, là on va indiquer comment on va déployer et comment on va installer nos logiciels. Comme vous voyez là, j'ai choisi deux exemples. À gauche là, on a un PC qui va utiliser, donc un utilisateur qui a un PC qui va utiliser le navigateur web. Il va se connecter à un serveur web sur la page index.php. Et cette page web, donc le serveur web, il va se connecter à son tour à un serveur de base de données qui contient une base de données SQL. D'accord? Donc là, on voit qu'on a du code sur trois emplacements. Donc on a une partie cliente, une partie serveur web et une partie serveur de base de données. Le diagramme de déploiement à droite, donc là, on va voir une implémentation un peu différente. On peut avoir là un serveur de base de données, un serveur d'application. Donc on peut trouver des terminaux qui se connectent au serveur d'application. On a là un serveur web qui peut se connecter au serveur d'application qui à son tour se connecte sur le serveur de base de données. Et on peut avoir aussi des PDA, d'autres périphériques un peu qui peuvent utiliser ces services. Donc là au niveau du diagramme de déploiement, on va expliquer comment on va décomposer notre système et où réellement on va mettre les composants de notre système. Et comme ça, on va atteindre la dernière partie qui est la réalisation. Dans la réalisation, on peut faire la description de la plateforme de développement. Donc là, il faut justifier et bien choisir le matériel. On va indiquer là le choix de matériel, le choix de logiciel. Donc toujours là, il faut justifier le choix de chaque matériel, de chaque logiciel choisi.
Et on va élaborer les interfaces utilisateurs. On va indiquer c'est quoi les interfaces finaux qu'on a implémentées. Donc moi je vous ai présenté là quelques cas d'application mobile par exemple. Donc là je mets l'interface. Ensuite faites attention, il faut l'accompagner par une description textuelle parce que le lecteur c'est pas lui qui a développé l'application, donc il peut pas savoir les boutons qui existent, bien les fonctionnalités qui existent dans l'interface. Donc c'est vous de le décrire, vous dire, et on peut donc associer à chaque bouton ou bien à chaque fonctionnalité dans l'interface une petite description, courte bien sûr, il ne faut pas trop détailler là pour respecter le nombre de pages. Là aussi c'est un deuxième exemple d'une application web. Là donc j'ai cité une petite interface et par la suite je vais décrire de manière avec du texte les composants de cette interface. Bien sûr là il y a une autre option. Dans quelques rapports, on peut ajouter un chapitre pour les tests et validations. Tests et validations, ça veut dire si je fais des tests unitaires ou quelque chose comme ça, donc je peux l'ajouter et indiquer le résultat d'exécution, qu'est-ce que ça donne comme résultat. Finalement, on va atteindre la partie conclusion. Donc la conclusion sera composée d'un rappel bref de la problématique. C'est quoi notre problématique? On va aussi présenter un petit résumé de la solution proposée. Là, c'est très important de mentionner les conclusions scientifiques. Les conclusions scientifiques sont très importantes, auxquelles vous avez abouti. Donc, c'est là leur emplacement. En fin de compte, là, vous allez voir que l'introduction, on va dire qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut développer, et dans la conclusion, on va dire qu'est-ce qu'on a développé. Il faut expliquer les avantages et les inconvénients de votre solution, et finalement, vous pouvez faire des ouvertures d'horizon pour des nouvelles recherches sur le domaine d'application dont vous avez choisi. Maintenant, on va aborder la partie bibliographie. Elle doit comporter le titre du livre, l'auteur ou bien les auteurs, la maison d'édition et l'année d'édition. Donc là, vous allez présenter 4 ou 5 ou 6 livres là, que vous proposez au lecteur ou bien que vous avez utilisé dans votre rapport. Ou bien si vous avez là des articles scientifiques, bien sûr, il faut les mentionner à ce niveau. Ensuite, là, au niveau de la webographie, comment vous allez présenter la webographie? Il faut éviter de mentionner Google, par exemple le moteur de recherche Google, ou bien Yahoo, ou bien les autres moteurs de recherche. Aussi, il ne faut pas citer le site Wikipédia, parce que, comme vous voyez là, c'est une erreur. Ce n'est pas une source fiable d'information. En fin de compte, au niveau de webographie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut indiquer l'adresse complète vers le site, ça veut dire que ça finit avec .html, .php, .asp, etc. Et vous devez indiquer c'est qui l'auteur de l'article dont vous avez utilisé et la date de visite ou bien de l'édition. Tout ça, ils sont des informations très importantes, donc il ne faut pas donner des adresses qui finissent par .com et c'est au lecteur de trouver ou bien chercher ceci. Donc ça c'est très important. Aussi, faites attention, moi je préfère que lorsque vous rédigez votre rapport, vous ajoutez des références. Ça veut dire à chaque fois que vous utilisez un paragraphe ou bien une phrase là, que vous la prenez dans notre site, il faut la mettre entre guillemets, il faut indiquer la source de l'information à travers l'utilisation ou bien l'insertion d'une référence. D'accord? Et au niveau webographie, là, vous allez présenter quelques pages dont tu as utilisé et dont ils t'ont aidé dans la conception ou bien la réalisation ou bien les tests de votre application. Voilà, la dernière partie, ce qui reste, ce sont les annexes. Les annexes, donc c'est dans cet espace, vous allez mettre par exemple un code, vous allez le détailler, ou bien vous allez présenter des schémas techniques, ou bien des documents techniques, ou bien des dessins techniques, etc. Donc tous les détails, donc tu vas les laisser au niveau des annexes, et comme ça on a atteint notre fin de rapport. Donc j'espère que cette tentative, ce guide, cette aide à la rédaction, elle vous sera utile et à bientôt.